I'm just going to say a couple of words in English first, and then we'll go into French. I'm very pleased to be able to welcome our panel this morning, a very distinguished panel, and a panel that have been working for many years to try and generate a Paris metropolitan region that has a kind of integrity in terms of governance and strategy, a kind of rebalancing of Paris. And I'm here as your moderator partly because my team from London actually took part in the Grand Paris exercise, one of 10 teams of architects. And this was a very innovative and exciting intellectual adventure where there were no boundaries, and we were invited simply to examine the city at the scale of the metropolis. And it seemed to us that this strategic level was a very important exemplar in terms of thinking about the future cities at the scale of a large city like Paris. We're talking 11 million people, of which only 2 million people live in the center of Paris itself. When you describe Paris to people, they usually think of the 2 million people within the périphérique. But there are 11 million people in this metropolis, 9 million of whom live outside the périphérique. I'm going to change into French now. Donc bienvenue à cette séance. J'ai le plaisir de vous présenter en premier Pierre Mansart, qui est le député maire à la mairie de Paris, responsable de Paris Métropole, et qui a également un rôle important au sein de l'atelier international du Grand Paris, à laquelle les équipes du Grand Paris ont participé. Yuen Dupuis, qui est responsable du projet du Grand Paris de transport, en fait, un peu le résultat concret de ce qui sort de l'expérience du Grand Paris en termes concrets, et qui travaille à la RATP, qui est le 5e entité en termes de taille de transport en commun au monde. Par la suite, on aura quelques questions, et puis on donnera la parole à Jean-Yves Durance, qui est à la tête de la vice-présidente de la Chambre de commerce de Paris. Et puis Robert Vassoyan, qui parlera en continuité des thèmes qui ont été abordés ces derniers jours, de l'importance de la ville connectée et intelligente. Donc, je vais commencer avec Pierre Mansart. Comme vous le savez, hier était une journée importante pour la France et pour Paris. Le projet du Grand Paris, lancé en 2007-2008, est largement associé avec le précédent président, Nicolas Sarkozy. Le nouveau président vient d'être élu. Comment voyez-vous, vous qui travaillez intimement avec la ville de Paris, l'avenir du projet du Grand Paris? Peut-être tout d'abord, bonjour mesdames et messieurs. Moi je raconte une histoire un tout petit peu différente. Certes, avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy et la volonté politique qu'il a développée, c'est-à-dire un réinvestissement de l'État et la possibilité pour cet État d'affirmer un développement global de la métropole, le Grand Paris a acquis une très grande visibilité. Moi, je raconte une histoire un tout petit peu différente, qui est celle de l'histoire des collectivités locales. Et je pense que c'est en 2001 que l'émergence politique du fait métropolitain a commencé. D'une part, par la position de la ville de Paris et de son maire, Bertrand Delanoë, qui a souhaité modifier radicalement la nature des relations que la ville de Paris entretenait avec la banlieue, comme on dit encore très fréquemment, et souhaiter que l'on pose à une autre échelle la question des enjeux qui sont ceux essentiellement du logement, des déplacements, de l'attractivité et des enjeux environnementaux. Donc il a fallu une dizaine d'années pour qu'émerge cette prise de conscience du fait métropolitain dans une métropole qui compte une dizaine de millions d'habitants, qui est complètement insérée dans l'économie monde, qui est marquée par des inégalités qui sont extrêmement profondes et qui vont à s'aggravant, et par un morcellement politique très, très important. Il a fallu donc une dizaine d'années pour faire émerger ce fait métropolitain. Ça s'est traduit par la création d'un lieu politique, d'une scène politique que l'on appelle Paris Métropole, qui regroupe aujourd'hui 200 collectivités
de toute taille, de toute nature et de tout courant politique. Et donc la journée d'hier était extrêmement importante puisque le nouveau président de la République, François Hollande, a prononcé un discours à l'Hôtel de Ville de Paris, discours dans lequel il a fait sienne la nécessité d'affirmer la métropole parisienne, de l'affirmer à la bonne échelle et de l'affirmer dans sa bonne dynamique, c'est-à-dire en s'appuyant sur la dynamique qui naît des territoires, qui naît de la volonté des élus locaux. Donc il a affirmé, je le cite, je dirais pas mot à mot, mais il a dit « l'État aujourd'hui travaillera à créer les conditions pour l'émergence de cette métropole à la bonne taille, de façon à ce qu'elle s'affronte aux enjeux qui sont celles d'une métropole mondiale ». Et comment voyez-vous la dynamique entre cette vision ascendante que vous décrivez et le besoin d'une stratégie globale pour la ville? D'une certaine façon, il n'y avait pas vraiment de stratégie globale. Ou en tout cas, cette stratégie n'était pas appropriée de façon partagée. Ce qui s'est passé, c'est le décloisonnement et l'effervescence intellectuelle qui s'est appuyée notamment sur la consultation des architectes à laquelle vous avez participé. Le décloisonnement et cette possibilité de penser le développement de la métropole de façon différenciée et de façon à ce que se crée un moment de rencontre entre la planification stratégique et ce qui monte des territoires, les projets qui montent des territoires. Et donc c'est la réussite de cette rencontre qui aujourd'hui nous est posée, quelles que soient les évolutions politiques en cours. Je sais que la situation de gouvernance dans la région est assez complexe et je sais dans le cadre des discussions qu'il y a eu, il a été parlé beaucoup d'une gouvernance par le projet, c'est-à-dire le projet crée le modèle ou le mécanisme de gouvernance qui l'associe. Oui, je crois que Paris, comme toutes les métropoles, on l'évoquait avec Jean-Yves Durance avant de commencer notre table ronde, toutes les métropoles européennes, mais les métropoles mondiales sont confrontées à des enjeux de gouvernance qui sont extrêmement forts, puisque bien souvent, parlons pas de périmètre, mais le champ de rayonnement de ces métropoles ne correspond pas aux limites administratives et politiques existantes, qui sont souvent héritées du XIXe siècle, peut-être plus récemment du milieu du XXe siècle pour la métropole parisienne. Il nous faut donc trouver à la fois cette dynamique de gouvernance par le projet, mais en même temps, il faut bien poser la question d'une évolution des modes d'existence des institutions, peut-être parfois même d'évolution des institutions elles-mêmes, pour être à la bonne échelle, ou en tout cas arriver pour des politiques stratégiques, pour quelques politiques stratégiques, arriver à se retrouver à la meilleure échelle possible. Je pense aux politiques de logement, je pense aux politiques d'attractivité de façon générale, aux politiques de transport. Là, on bénéficie d'un système dans cette région Île-de-France, d'un système qui est aujourd'hui à la bonne échelle et qui a fait l'objet d'un accord, je dirais, entre les collectivités locales et l'État. C'est notamment la création de cette grande infrastructure de transport que sera le Grand Paris Express, qui sera la première grande infrastructure réalisée depuis 40 ans dans notre région capitale. C'est parfait parce qu'on va passer au prochain participant, Yoann Dupuis. Juste pour une petite introduction, donc on a parlé de cette distribution de population, 2 millions de personnes qui sont dans un centre parisien très maillé, sur un schéma historique qui est surtout rayonnant, alors que à peu près 70% des déplacements quotidiens à Paris, en fait, sont de banlieue à banlieue. Et aujourd'hui, ils sont forcés de rentrer de cette banlieue au centre pour repartir en banlieue. L'image que vous voyez derrière, c'est le réseau, un réseau maillé, mais dans lequel spécifiquement le nouveau projet est celui-ci. Alors, pouvez-vous nous décrire un peu ce projet, l'actualité
Alors, s'il fallait résumer ce projet assez complexe, je dirais la chose suivante, c'est, et chaque mot a peut-être son importance, c'est 175 km de métro automatique maillé au réseau existant et construit en rocade autour de Paris. Alors, chaque mot a son importance parce que les 175 km sont à comparer aux 200 km existants du métro parisien. Donc, on voit tout de suite l'ampleur du projet, et les investissements à consentir vont être de l'ordre de 20 milliards d'euros. Donc, il s'agit non moins de doubler finalement le kilométrage du réseau historique. Alors, c'est un métro en rocade, ça c'est extrêmement important parce que finalement le diagnostic est celui que vous rappeliez à l'instant. C'est une modification profonde de la dynamique en Île-de-France. C'est-à-dire que toute l'infrastructure de transport en Île-de-France a été construite de manière radiale, de manière concentrique. C'est aussi l'aménagement de l'Île-de-France historique. C'est-à-dire que vous avez un centre, effectivement, extrêmement dense, extrêmement bien maillé en réseau de transport en commun. Savez-vous que 96% de la population parisienne a un mode lourd de transport, c'est-à-dire un train ou un métro, à moins de 500 mètres. Donc évidemment, ça en fait un réseau extrêmement puissant. Mais la dynamique à l'œuvre, elle est toute différente. C'est d'abord une dynamique démographique, c'est-à-dire qu'en 40 ans, la population de Paris intramuros a perdu 15%, donc a diminué de 15%, tandis que celle de la banlieue a augmenté de 47%. Donc il y a une dynamique extrêmement divergente. Et par ailleurs, l'impact de cette dynamique, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le rappeliez, 70% des déplacements en Île-de-France sont des déplacements de banlieue à banlieue, et non plus des déplacements de banlieue à Paris ou de Paris à banlieue, ce que permettait de traiter le réseau de transport existant. Et donc, il en résulte quelque chose d'essentiel, c'est que le réseau historique radial de Paris est au bord de la saturation. On a des chiffres assez vertigineux. Le métro a augmenté sa fréquentation de 30% en 10 ans. Il a été construit il y a un siècle, le métro de Paris. Donc, au-delà de toutes les améliorations technologiques qui peuvent être amenées, du nouveau matériel qui va plus vite, de manière plus sécuritaire, des automatismes, on voit que la ligne 1 est en cours d'automatisation, eh bien à un moment, on sera confronté à la contrainte physique, c'est-à-dire que le tunnel a été construit d'une certaine manière il y a 100 ans, évidemment on ne peut pas le repousser. Et donc la seule solution structurelle à ce défi de la saturation et de l'embolie du centre de Paris, c'est d'offrir des alternatives de transport efficaces pour les déplacements de banlieue à banlieue. D'où l'intérêt fondamental de la rocade, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres métropoles mondiales, comme Moscou, Madrid, Londres. Toutes ces grandes métropoles sont équipées de rocades, de Circle Line ou de Cercanías ou d'anneaux circulaires à Moscou, qui visent justement à éviter l'engorgement du centre. Voilà donc un autre élément fondamental. Ensuite, la technologie qui a été choisie, c'est celle du métro automatique. Ça, c'est sur la base de la preuve qui a été apportée dans la région parisienne par la ligne 14. Donc évidemment, la RATP, nous sommes très fiers que le débat ait abouti à cette solution. Et nous pensons que nous pourrons, je dirais, mettre en œuvre ce métro dans les bonnes conditions qui sont aujourd'hui appréciées par les voyageurs de la ligne 14. Et quels sont les défis principaux aujourd'hui? Est-ce que c'est des défis techniques, c'est des défis de concertation, défis économiques? Et quel est le programme de ce projet? Parce que c'est un projet ambitieux. Alors, effectivement, l'ambition est de réaliser ce métro pour 2025, pour la plupart. Alors, il y a encore quelques défis, évidemment, à relever. D'abord, pour mener à bien un projet de cette ampleur, évidemment, il faut une mobilisation et un consensus, je dirais, quasi permanent, et un dialogue entre l'ensemble des acteurs. Donc, un pas très important a été franchi l'année dernière, puisqu'il y a eu un accord qualifié d'historique entre l'État et la région pour converger sur le diagnostic et sur la solution à apporter. Donc, il faut faire vivre ce consensus, être à l'écoute
des territoires, des acteurs, des préoccupations, du monde économique également, de manière à poursuivre sur cette démarche partenariale. Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de défis techniques parce que les solutions sont aujourd'hui bien connues. Il y a un défi de financement dans la situation évidemment actuelle, même s'il y a un plan de financement qui a été construit, qui rapporte aujourd'hui 500 millions d'euros par an au maître d'ouvrage. Et ben, il va falloir quand même consolider ce plan de financement pour pouvoir aller au bout du projet. Ensuite, il va falloir sans doute regarder des points particuliers comme quelle est l'offre de transport que l'on met sur ce réseau. Une fois qu'on a défini le tracé, les gares, encore faut-il que les trains circulent d'une manière appropriée pour les voyageurs, sans qu'ils soient obligés de faire des correspondances. On sait que c'est très pénalisant. Donc ça, c'est un sujet qui devrait être expertisé dans les prochains mois. Il faut faire également très attention à la question de l'intermodalité. Il ne faut pas des gares, je dirais, un peu isolées. Il faut des gares qui sont en connexion avec le réseau existant, d'où le mot maillé que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est une condition de l'attractivité du réseau du Grand Paris et de son insertion dans un système global de transport en Île-de-France. Donc maillage avec le réseau existant de bus, de tramway, de métro, de RER, de train. Ce sont des points extrêmement importants qu'il va falloir regarder de très près. Et puis je permettrai en ces lieux de rajouter un petit défi qui est celui de la défense. C'est-à-dire que la défense est un point particulier du réseau où il va y avoir d'ici 2030 une augmentation phénoménale de fréquentation de la défense. On a des projections aujourd'hui d'augmentation de 45% du nombre de voyageurs entrants ou sortants du pôle de la défense, une augmentation de 90% du nombre de personnes qui font des correspondances à la défense. C'est très bien, parce que ça participe à la désaturation des pôles de transport aujourd'hui engorgés au sein de Paris. Je pense à Saint-Lazare ou à Châtelet ou Gare de Lyon. Mais évidemment, il faut réussir la connexion à la défense par le réseau du Grand Paris le plus vite possible. Sinon, on va se retrouver avec un point bloquant, c'est-à-dire qu'on amènera de plus en plus de voyageurs à la défense sans être capable de les véhiculer par le réseau du Grand Paris. Donc là, il y a vraiment un enjeu, d'autant plus qu'il y a sur ce pôle de la défense la concomitance de nombreux projets, et donc il y a vraiment un enjeu de coordination, de gouvernance et d'accélération du calendrier sur ce point en particulier. Merci beaucoup. Je pense qu'on reviendra à cette question de frein économique, généralement. Est-ce qu'il y aura déjà des questions? Are there any questions déjà par rapport à la question de gouvernance et de l'avenir de ce projet exemplaire, je pense, et par rapport au Madame, pouvez-vous vous présenter? Sophie Bodigendreau, j'ai travaillé avec Steven sur le projet du Grand Paris pour l'équipe Rogers. Et justement, concernant les transports, je trouve que c'est une vision magnifique, ambitieuse, et on lui souhaite de réussir. Mais vous ne parlez pas du problème des ressources humaines. Est-ce que tous vos employés sont d'accord et partie prenante? Je sais qu'au niveau de la gare du Nord, il y a souvent eu des problèmes quand on venait de l'aéroport, entre autres. Est-ce que tout ça, ça va être résolu ou vous allez devoir négocier encore et encore? Alors peut-être un mot sur la gouvernance du transport du Grand Paris. Alors, pour savoir que le maître d'ouvrage est une structure qui a été créée récemment, qui s'appelle la Société du Grand Paris, donc qui est sous responsabilité de l'État, mais qui a dans son organe de gouvernance associe les collectivités locales. Donc c'est cet organisme sous le contrôle politique qui décide du programme. Mais ensuite, le reste est totalement ouvert. C'est-à-dire qu'évidemment, on a quitté, maintenant, il y a 2 ans, je dirais, le contexte de monopole de la RATP sur son réseau ou de la SNCF sur son réseau. Donc, l'ingénierie du Grand Paris, c'est-à-dire toutes les études de conception font aujourd'hui l'objet d'appels d'offres, et pour l'exploitation, il en sera de même. Voilà, donc après, ça sera que le meilleur gagne. Et évidemment, pour nous, à RATP, c'est aussi une incitation à nous améliorer, parce qu'on aura évidemment ce challenge de la mise
de la mise en concurrence sur ce réseau. Alors un métro automatique néanmoins ne s'exploite pas de la même façon qu'une ligne de métro standard qui a peut-être 300 à 400 conducteurs. Le métro automatique, lui, il a une dizaine de personnes dans un poste de commandement centralisé, plus ensuite tous les agents en station. Donc c'est pas du tout le même modèle évidemment de gestion du réseau, et j'imagine que vous vous en apercevez bien sur la ligne 14. J'ai une question pour Pierre Mansat qui est liée, mais qui prévoit un peu l'avenir aussi de cette initiative métropolitaine. C'est le projet de transport, je pense, constituer une couche d'une approche, je dirais, plutôt holistique à l'avenir de la métropole. C'est-à-dire, c'est un élément clé, et un élément qui avait absolument besoin d'être traité dans cette dynamique d'accès banlieue-banlieue. Pour vous, quels sont les prochains défis? Quelles sont les autres couches du Grand Paris qui ont besoin d'être traitées dans l'urgence ou dans le temps? Quel est votre avis? Je pense que la question de la solidarité est une question qui est première, puisque cette métropole et son dynamisme sont minés par des inégalités que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des inégalités territoriales et sociales qui sont extrêmement importantes, extrêmement évidemment dommageables pour les populations qui sont dans des situations d'inégalité accrue, mais qui est également dommageable pour l'attractivité même de la métropole parisienne. Donc je pense que c'est la première question, cette question de est-ce qu'on est capable d'inventer, je dirais non pas un modèle, mais un type de métropole qui soit un peu différent, c'est-à-dire un type de métropole qui ne spécialise pas à outrance, qui ne crée pas de la relégation, qui ne crée pas de la ségrégation. Donc c'est un défi qui me semble extrêmement important. Le deuxième, c'est sans doute celui de la... Alors bien sûr, il y a des défis très, très concrets comme ceux du logement, par exemple, mais celui de la gouvernance me semble être tout à fait essentiel. Ou bien on continue avec un morcellement de l'action politique, même si ce n'est pas le désert, même s'il y a des modes de coopération qui existent, qui sont assez efficaces. Je pense notamment aux grands syndicats techniques intercommunaux ou interdépartementaux qui traitent l'assainissement des eaux usées, qui traitent les déchets et les ordures ménagères, par exemple. Mais en même temps, il y a bien un morcellement politique sur le territoire de l'agglomération. Ce sont 400 maires, 8 conseils généraux, un conseil régional, de nombreuses intercommunalités. Donc il y a un morcellement politique qui est extrêmement dommageable, et il faut bien s'attaquer à cette question de la gouvernance. Merci. D'autres questions? Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes? Pardon, Julie Monfray de Nexity. Donc Nexity a fait également partie des équipes qui ont travaillé sur le Grand Paris. J'avais une question donc sur la gouvernance et sur les gares. Donc on va créer un certain nombre de nouvelles gares, et comment on va les intégrer dans un vrai projet urbain, dans un projet aussi de métropole, et comment on va travailler cette gouvernance justement pour que ça soit pas uniquement la RATP entre guillemets qui pense ce lieu, mais que ça soit aussi le territoire, et que ça soit aussi envisagé à l'échelle de la métropole. L'interface du transport et de l'urbain, en fait. Qui veut répondre à cette question? Peut-être un mot. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la RATP qui décide. Hein. La RATP n'est pas le maître d'ouvrage du projet. Aujourd'hui, la démarche que la Société du Grand Paris a mise en place, c'est une démarche visant à mettre en place sur chacune des gares des comités de pilotage, justement, qui intègrent les acteurs locaux, la Société du Grand Paris, le STIF sur les questions d'intermodalité, de manière à penser une localisation opportune des gares. Et donc tout ça en liaison évidemment étroite avec les projets des territoires. Hein. Donc ça, c'est évidemment un point tout à fait essentiel. Ensuite, il y a une réflexion en cours, et d'ailleurs l'AIGP, Pierre Mansat, a pris l'initiative d'apporter une contribution significative sur ce qu'on va trouver dans les gares du Grand Paris, parce que c'est évidemment aussi un enjeu. Est-ce que c'est un lieu de passage, ou est-ce que c'est un véritable lieu qui fait le lien entre la ville et le transport? Est-ce que c'est un lieu où on va rester pour
pour certaines activités. Donc tout ça est en cours de réflexion aujourd'hui. Il y a des études assez poussées qui sont menées précisément par la RATP. On a eu la chance de gagner cet appel d'offres, à la fois sur ce qu'on va trouver dans les gares et sur les services qu'on va également pouvoir proposer. C'est un deuxième appel d'offres que les filiales de la RATP ont remporté. Mais évidemment, ce lien urbain-gare est évidemment tout à fait primordial, ne serait-ce que pour l'attractivité du réseau de transport du Grand Paris et donc pour son financement. Jean-Yves Durance, vous voulez ? Oui, si je peux apporter un complément, en tant que Chambre de commerce et d'industrie de Paris, nous travaillons beaucoup, en particulier avec la Société du Grand Paris, sur le développement économique autour des gares, qui est un élément évidemment fondamental. Deux éléments qu'il faut mentionner. Les services qui seront offerts et les commerces qui y seront installés doivent venir en complément et en accélération du développement et non pas tuer les centres-villes. Et c'est un des sujets qui est posé, que nous discutons beaucoup avec les maires, de façon à ce que les centres-villes, qui commercialement sont des éléments déterminants du bien-être, ne soient pas complètement désertés au profit de ces gares. Le deuxième point, c'est qu'il faut intégrer d'entrée de jeu une réflexion sur la desserte de proximité. C'est-à-dire que le système Métro Express du Grand Paris est une partie structurante, c'est un peu une colonne vertébrale, mais d'un système de transport beaucoup plus large. Et la capillarité autour des gares, y compris d'ailleurs, c'est un sujet controversé, la capacité d'accès en voitures individuelles sont des éléments absolument déterminants et qui structureront les 40 ou 50 ans à venir. Et on voit bien la superficie recouverte, même s'il y a un réseau, c'est quand même une superficie qui est, par rapport à l'empreinte de la métropole, qui est quand même limitée. Donc c'est le début d'un travail. Il y avait une question, monsieur. Dernière question, et puis on va continuer avec la suite. Oui, bonjour. Alain Franck, agence d'urbanisme du Havre. Je me permettais juste de prendre la parole parce qu'effectivement, dans cette question du Grand Paris, il y avait une proposition, et ça s'adresse plutôt à M. Monsa qui est dans le projet, il y avait une proposition de l'architecte Antoine Grumbach qui justement faisait aller la métropole parisienne de Paris au Havre, en suivant le lien de la Seine et de l'accès de la grande métropole parisienne Ville-Monde à son débouché maritime. C'était aussi la question comment ce débouché-là et cette dimension complètement nouvelle, puisqu'on est dans un colloque sur la New Cities, comment cette dimension nouvelle de la métropole, finalement, elle s'ancre dans le débat tel qu'il est posé aujourd'hui. Et comment il va pouvoir être posé et repris dans les jours qui viennent par un nouveau gouvernement. Je crois que je vais poser la question à Pierre Monsa, mais juste ayant participé à cette démarche, je sais que le projet d'Antoine Grumbach imaginait par rapport à un axe, un faisceau de développement à une très grande échelle, quelque chose de très très ambitieux à un certain niveau, reliant Paris à l'océan et au monde physiquement, concrètement par l'eau. Je crois que c'est typiquement l'exemple de ce que la consultation a pu apporter à la pensée politique, c'est-à-dire cette idée de décloisonnement et de la capacité de penser à des échelles qui n'avaient jamais été, qui n'avaient pas été envisagées sérieusement dans une période récente. Ça se traduit par des actes extrêmement concrets. Il y a une dynamique de coopération entre Paris, Rouen, Le Havre qui s'exprime à travers l'organisation de colloques. Il y en aura un qui se tient à Paris le 22 novembre de cette année sur ces questions-là. Et puis très concrètement, ça prend l'apparence aussi du projet de ligne nouvelle SNCF. C'est une nouvelle dynamique entre les ports avec la création d'un organisme commun aux trois ports Paris, Rouen, Le Havre. Donc cette proposition d'Antoine Grumbach a vraiment dynamisé la pensée politique. Merci. On va continuer. Alors, Jean-Yves Durance, je crois que l'initiative du président Sarkozy avec le Grand Paris était en partie liée à une volonté de créer une dynamique économique, notamment la liaison des aéroports les unes aux autres, la connexion TGV à la Défense, et puis également des pôles d'excellence comme le plateau de Saclay, Silicon Valley en français, on va dire. Comment voyez-vous cette initiative par rapport aux problèmes actuels et puis évidemment une dynamique
présidentielle qui peut-être change. Comment voyez-vous cette question, cette initiative? Alors, tout d'abord, la réflexion économique a été largement portée par les travaux que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris avait faits, des collaborateurs d'ailleurs de la Chambre ayant été intégrés dans le premier secrétariat d'État au Grand Paris. Et en particulier, l'une des réflexions était une réflexion autour des grands pôles économiques qui transgressaient les frontières administratives à l'intérieur du dispositif du Grand Paris, avec des exemples comme autour d'Orly, le développement Rungis-Orly et tout ce qui est industrie de l'alimentaire, la vallée scientifique de la Bièvre et tout ce qui est lié aux biotechnologies. Il y avait déjà un embryon de réalité et il est apparu intéressant de renforcer ces compétences qui se développaient parce que autour, souvent d'ailleurs d'établissements universitaires ou médico-universitaires en ce qui concerne le sud de la région, nous avions des compétences intellectuelles, des capacités de création d'entreprises et l'existence d'entreprises de plus grand niveau. On a au nord du département, sur la Seine-Saint-Denis, des pôles d'image qui sont extrêmement développés. On a sur la Défense ici, évidemment, un pôle financier très significatif, mais aussi un pôle autour de l'énergie très significatif. Donc le Grand Paris est l'occasion de structurer la réflexion et de l'appuyer d'ailleurs par la signature de contrats de développement territorial entre l'État et les collectivités locales sur des plans de développement économique, mais pas exclusivement du plan de développement économique, mais en intégrant bien les réflexions sur les infrastructures de transport et les infrastructures de logement. Donc cette vision est une vision qui nous paraît tout à fait excellente et qu'il faut renforcer, à condition qu'elle ne soit pas colbertiste, qu'elle ne soit pas dirigiste, mais qu'elle prenne bien en compte la réalité et qu'elle suscite des initiatives et qu'elle facilite les initiatives. Les autorités publiques ont une responsabilité fondamentale en matière d'infrastructure. Infrastructure de transport, c'est une évidence. Le métro du Grand Paris en est la preuve, mais il faut aussi, et ça n'est pas fait d'ailleurs, ne pas négliger les améliorations du dispositif existant. On ne peut pas vivre avec une situation qui se dégrade pendant 20 ans en se disant, ou 15 ans ou 20 ans, et dans 15 ans ou 20 ans, ce sera absolument idéal. Ça pose bien entendu des problèmes très significatifs de budget. Infrastructure en matière de télécommunications, et je pense que mon voisin en parlera, mais dans un monde qui est de plus en plus globalisé, la capacité pour des entreprises de bénéficier du haut débit et d'être capable de traiter avec le monde entier de manière numérique est absolument vitale. Donc les infrastructures de cette nature sont essentielles. On a pris conscience de plus en plus de l'extrême importance d'une sécurité en matière d'infrastructures énergétiques. Et j'ai beaucoup d'activités sur la défense. J'ai été un des premiers à avoir des discussions avec le réseau français d'électricité sur la sécurisation de l'approvisionnement énergétique de la défense et des autres grands quartiers d'affaires. Et je vous rassure, on est parmi les zones les meilleures au monde actuellement en la matière. Donc tous ces éléments sont des éléments intégrés. Je prendrai deux points très précis. Un qui est celui que vous avez mentionné, qui est Saclay, qui est effectivement une initiative extrêmement importante. D'abord parce qu'on a aujourd'hui déjà une capacité intellectuelle très importante au niveau universitaire, mais au niveau de laboratoires de recherche d'entreprise et une infrastructure de transport qui est absolument indigne de ce qu'il en est. Donc il faut évoluer très rapidement. Le deuxième point, l'une des faiblesses françaises, c'est la capacité de passer de l'invention à l'innovation et de l'innovation à la commercialisation. On n'est pas bon à ce niveau-là et nous devons tous, à la fois politiques, chambres de commerce, clubs d'entreprise, grandes entreprises, contribuer à une amélioration de ce dispositif. Et ce qui se passe sur Saclay sera certainement un facteur très important de développement en la matière. On ne peut pas le limiter à Saclay, mais c'est quelque chose d'essentiel. Dernier point que je veux mentionner, qui pour nous est un sujet de préoccupation majeur, et c'est aujourd'hui une faiblesse d'ailleurs du Grand Paris, c'est le problème du logement. L'insuffisance de création de logements sur la région Île-de-France est patente. Ça fait 10 ans que la région Île-de-France est la dernière région de France métropolitaine, année après année, en termes de construction de logements rapportés au nombre d'habitants.
La structuration, l'intervention des pouvoirs publics locaux ou nationaux porte fondamentalement sur du logement social, qui est déjà insuffisant en nombre et dont les conditions d'accès sont de plus en plus difficiles. Et nous constatons une carence en matière de logements dits intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui correspondent un peu à la force vive de nos entreprises, les techniciens, les agents de maîtrise, les jeunes cadres, les assistants de direction, etc., qui ne trouvent plus à se loger à proximité de leur bassin d'emploi dans un certain nombre de cas, donc qui vont plus loin pour avoir des conditions de logement acceptables, en particulier pour les jeunes familles. On aggrave les conditions de transport, on aggrave les conditions de vie et le stress au travail, et on conduit un certain nombre de gens à chercher par tous les moyens à s'expatrier le plus loin possible en Île-de-France ou hors d'Île-de-France, et donc un affaiblissement de la ressource humaine. C'est un des facteurs clés du fait que la région francilienne ne croisse pas au rythme auquel elle devrait croître, et c'est un des facteurs clés de la croissance économique dans les 15 ou 20 ans qui viennent. Transport, c'est bien, le logement, c'est absolument essentiel. Sur cette tranche de logement, nous insistons beaucoup pour que ce soit pris en compte comme une priorité absolue, avec une difficulté majeure, qui est en particulier à la gouvernance que Pierre Mansat évoquait tout à l'heure, c'est que sont souverains en matière de logement les maires. Les maires, ils sont élus par leurs résidents. Et les maires, quand ils construisent des logements supplémentaires, doivent construire des infrastructures supplémentaires. Il y a un frein considérable, le mélange entre la gouvernance, l'évolution du prix du terrain, les contraintes supplémentaires imposées par le Grenelle de l'environnement sont un frein considérable au développement d'un logement qui est essentiel. Pour ceux qui ne sont pas français ou connaissent moins Paris, pouvez-vous expliquer cette question de maire? Il y a combien de maires? Parce que hier, on a vu M. Delanoë, le maire de Paris, donc la question devrait être simple, non? Je ne parle pas de Paris intramuros, encore que, mais Pierre Mansat est beaucoup plus compétent que moi pour en parler. Mais nous avons, si je prends le territoire des Hauts-de-Seine, qui est un des 3 départements, on l'a vu tout à l'heure sur la carte que vous avez présentée, un des 3 départements limitrophes. Le département des Hauts-de-Seine est un territoire sur lequel il y a 1 500 000 habitants et il y a 36 communes. 36 maires. 36 maires qui, quelle que soit par ailleurs leur intégration dans une communauté d'agglomération, la mise en commun de moyens, etc., restent souverains sur ce qu'on appelle le document de base qui est le plan local d'urbanisme et ensuite, pour chaque acte de construction, le permis de construire. Le maire est souverain et il est soumis à une réélection par les gens qui sont les résidents. Les seuls qui votent sont les résidents. Et ceux-là, ils n'ont pas forcément envie de voir une densité plus grande, ils n'ont pas envie de voir une évolution de la population, quelles que soient les couleurs politiques. D'ailleurs, on n'a pas envie de voir une évolution de la population qui va droitifier là où on est à gauche ou gauchifier là où on est à droite. Donc on a un facteur de blocage qui est très important. Et nous avons fait un rapport sur ce sujet-là et nous sollicitons de toutes les autorités politiques et administratives une vraie prise en compte de ce problème. Dernier point pour illustrer ça, nous sommes la capitale mondiale du tourisme. Qui dit tourisme dit des activités de soir et de nuit, c'est-à-dire des gens qui servent dans des restaurants jusqu'à minuit ou 1h du matin, des gens qui assurent des services de nuit dans des hôtels. Comment peuvent-ils se loger à proximité des hôtels et comment peuvent-ils faire pour prendre des transports publics à 1h ou 2h du matin pour aller à 15 ou 20 km de leur lieu? C'est un des freins du développement de notre activité économique. On y reviendra certainement dans les questions, parce que je pense que ça pose aussi les questions des atouts de Paris, et internationalement, on en reparlera. Robert Bastian, donc directeur général de Cisco France, un des sujets qui était suggéré par les discussions qu'on a déjà eues, c'est cette question de connectivité, et également, je pense d'une manière un peu indirecte, cette idée de gares comme des pôles de vie. Et ça mène un peu à ces questions d'une ville intelligente et connectée, et aussi des centres de travail qui en fait, pourraient éviter que les gens aient besoin de se déplacer à un certain niveau. Pouvez-vous décrire un peu cette initiative Cisco de Smart Work Centers? Alors peut-être 2 mots sur cette histoire de connectivité. C'est vrai que nous, on pense qu'aujourd'hui, les villes ne peuvent plus concevoir leur développement, leur avenir, leur urbanisation, leur transport sans la connectivité ou sans penser à la connectivité et au numérique en amont.
tous les défis qu'on a listés, que ce soit les défis démographiques, énergétiques, sociaux, économiques, peuvent être aussi en partie solutionnés par des infrastructures et des solutions numériques intelligentes à partir du moment où elles sont pensées en amont dans les projets. Avec le numérique, on peut contribuer au désenclavement. On peut contribuer à des services de mobilité intelligents, on peut apporter la santé de façon plus égalitaire. On parle de télésanté aujourd'hui, on parle d'éducation à distance, on parle d'efficacité énergétique des bâtiments. Si on conçoit les bâtiments avec des systèmes intelligents qui permettent de piloter, optimiser la consommation énergétique. Donc c'est vrai qu'il faut aussi, comme le disait Monsieur Durance, il faut aussi intégrer la réflexion sur les infrastructures numériques en amont. Et je pense qu'il faut l'intégrer de plus en plus parce qu'il y a une espèce de révolution en ce moment qui est en marche, qui est la révolution du numérique, où on voit tous les processus en fait, de notre vie quotidienne, de notre vie urbaine, se transformer par le numérique. Savez-vous que d'ici quelques années, tous les objets de notre vie quotidienne seront connectés à Internet ? Les équipements ménagers, les équipements urbains, les taxis, les Vélib, l'affichage, les rues, les parcs-mètres, etc. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Il y aura 50 milliards d'objets connectés à Internet sur Terre d'ici quelques années. Alors ça peut paraître problématique si on ne le maîtrise pas. En revanche, si on se mobilise et qu'on essaie de le maîtriser pour en tirer profit, ça peut faire partie de la solution, parce que ça apporte une puissance analytique, une puissance prédictive, ça permet de piloter et gérer les objets, la ville, les services à distance de manière beaucoup plus économique, plus écologique, ça permet de désenclaver, etc. etc. Donc c'est ça l'enjeu du numérique, et ça passe par une réflexion stratégique, effectivement, sur les infrastructures. Quelles sont les infrastructures, les architectures numériques qui permettent de répondre à ces services d'aujourd'hui, de demain, et en particulier les services qu'on n'imagine pas encore. Il y a 2 ans, l'iPad n'existait pas. Quand on regarde au-delà de Paris, si on regarde en Asie par exemple, on a aujourd'hui des villes qui conçoivent leur développement avec des services numériques de très très haute volée. La ville de Songdo par exemple en Corée a mis en place pour ses citoyens un réseau de 25 000 téléprésences, c'est-à-dire des systèmes vidéo de très haute définition pour offrir des services de très grande qualité de type santé à distance, éducation à distance, services à domicile, accompagnement des personnes âgées, etc. Tout ça pour dire que la compétitivité, l'attractivité des villes passera aussi par leur capacité à fournir des services numériques de qualité. Et pour ça, il faut une pensée stratégique autour des infrastructures et autour de ces services. Alors, ensuite, chaque ville, en fonction de son historique, de ses contraintes, va adresser tel ou tel sujet. Le logement, l'efficacité énergétique, le trafic, la relation entre le transport et l'urbain sont des sujets qui sont extrêmement importants pour des villes établies comme Paris. Et de ce point de vue-là, on a effectivement des expériences extrêmement intéressantes, comme l'expérience qu'on a menée à Amsterdam autour de ce qu'on a appelé les Smart Work Centers. Alors en 2 mots, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est intéressant et ça peut s'appliquer à Paris. Et il y a d'ailleurs pas mal de réflexions dans ce sens en ce moment. Vous avez en gros une ville, Amsterdam, qui était une des villes les plus congestionnées d'Europe, avec des citoyens, des travailleurs qui passaient des heures et des heures dans les transports, avec des parkings extrêmement chers, etc. À tel point que la ville s'est dit il faut réfléchir à travailler différemment. Et donc dans ce contexte, on a planché avec eux et avec un consortium d'entreprises à ce concept de Smart Work Center. Donc qu'est-ce que c'est ? Ce sont des télécentres ou des écocentres, ou si vous voulez, ce sont des lieux de travail partagés qui sont installés en périphérie des villes, à proximité des lieux de résidence et aussi des hubs de transport, de manière à ce que les travailleurs puissent y accéder sans passer trop de temps dans les transports. Et ils vont trouver dans ces lieux de travail partagés des équipements informatiques et de télécommunications de haute volée, vidéo, téléprésence, pour pouvoir travailler à distance de manière très efficace. Mais ils vont aussi trouver d'autres services pour pouvoir passer autant de temps qu'ils le souhaitent et ne pas être isolés socialement, comme on peut l'être quand on fait du télétravail, par exemple. Ils vont trouver des services de garderie, de restauration, de banque, etc. Et ça a vraiment pris. Aujourd'hui, on a démarré ce projet-là en 2008. Il y a aujourd'hui 120 télécentres à travers les Pays-Bas qui vont de quelques dizaines de mètres carrés à plusieurs milliers de mètres carrés. Et dont 15%.
Je termine juste pour vous. Il y a 15% des salariés de la zone d'Amsterdam qui utilisent régulièrement ces centres. La ville a économisé 40% de son espace de bureau. Gain foncier considérable, y compris pour les entreprises. Je pense que la ville a économisé de l'ordre de 3 à 4 000 tonnes de CO2 par an, de par l'optimisation du transport. Et sur le plan économique, les entreprises et les travailleurs en profitent. On estime que sur 1 heure de transport, 1 heure gagnée sur le transport, 40% va aller sous la forme de qualité de vie pour les travailleurs et 60% sous la forme de productivité pour les entreprises. Donc voilà un exemple, une illustration concrète de l'apport du numérique, surtout lorsqu'il est inséré intelligemment avec d'autres services et notamment de transport sur l'aménagement du territoire. Et donc on l'évoquait tout à l'heure sur les gares et comment on peut contribuer à transformer les gares par le numérique, c'est un exemple effectivement assez concret. Mais ce qui est frappant, c'est que ces work centers ne nient pas le besoin d'une vie sociale qui est un peu la raison d'être des villes. Et est-ce que par rapport aux infrastructures, vous avez parlé d'anticiper les infrastructures, et ayant participé au Grand Paris, je sais que les équipes n'ont pas tous été très fortes en parlant d'infrastructures, parce que les urbanistes se concentrent souvent sur ce qui est visible, ce qui est perceptible, et visuel, si c'est des architectes aussi. Est-ce que vous pouvez expliquer, il y a une question précise que j'aimerais poser, est-ce qu'il y a besoin d'une certaine densité, d'une certaine masse critique de population pour justifier cette infrastructure à haut débit? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est compatible avec la ville diffuse, qui est une part considérable de la métropole parisienne, par exemple? Non, je pense qu'il faut regarder les choses dans leur ensemble. On a la chance de vivre dans un pays qui est un pays développé, un pays riche, dans lequel on peut imaginer beaucoup de services autour de ces infrastructures, et il y aura beaucoup de services autour de ces infrastructures. Je pense qu'il faut une planification stratégique qui permet peut-être, en associant l'ensemble des acteurs de l'écosystème, avec des formules de type partenariat public-privé, avec des consortiums, avec une réflexion en amont. Je pense qu'en associant tous les acteurs, on peut imaginer des investissements dans des zones denses, mais à côté de ces investissements dans des zones denses, un effort de solidarité dans les zones moins denses, à partir du moment où on regarde les choses dans leur ensemble. Et donc la productivité ou la rentabilité des zones denses permettra peut-être d'investir dans les autres denses. C'est comme ça que ça a été fait à Amsterdam, où on a déployé 120 centres à travers le pays. Il y en a qui sont plus rentables que d'autres, mais le projet globalement est intéressant et rentable. Mais il faut avoir cette planification en amont. Il faut vraiment, de manière générale, essayer d'intégrer le plus possible ces infrastructures du futur en amont dans tous les chantiers et tous les projets de transformation de notre territoire. Et nous, on s'efforce de le faire, on s'efforce d'être dans ces débats, dans ces échanges, dans ces dialogues. J'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience, il y a une mobilisation, peut-être pas encore suffisante, parce que ce n'est pas complètement ancré dans la culture, notamment dans la culture de certains décideurs, de certains territoires, de certains élus ou de certaines entreprises. Mais il y a une mobilisation, ça bouge. Nous, par exemple, on fait partie de l'association de Paris-Île-de-France Capitale économique. Et au sein de cette association, avec la CIP, on échange avec beaucoup d'entreprises dans le domaine des transports, des services, des utilities, du numérique, pour essayer de comprendre les enjeux des uns et des autres et voir comment ensemble, en combinant les services et en intégrant le numérique dans les services, on peut proposer des solutions collectives et intéressantes. Très bien. Quelle est l'échelle de ces infrastructures? Est-ce que c'est une échelle métropolitaine ou c'est une échelle locale? Est-ce que j'imagine que c'est aux deux extrêmes de ce spectre, et donc ça suggère une question de gouvernance? Oui, je dirais oui, effectivement, c'est ces deux échelles-là, c'est l'ensemble du territoire qui est concerné. Mais l'avantage du numérique, c'est justement la flexibilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pensé intelligemment les infrastructures en amont, on peut ensuite déployer les services de façon flexible et intelligente en fonction des besoins de toutes les localités. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions générales, mais spécifiquement aussi liées à... Bonjour, Maxime Barcatz, je suis investisseur dans l'immobilier. J'ai juste une question à vous poser sur les Smart Work Centers, parce que vous avez parlé de vision globale. Ça veut dire que ce sont des initiatives publiques
où chacun des centres est opéré et investi par un investisseur privé? Je pense que tous les modèles sont possibles. Il faut ensuite adapter le modèle au territoire et la collectivité, à la population que l'on vise, que l'on cible. Nous croyons beaucoup dans le modèle du partenariat public-privé, c'est-à-dire un dialogue entre entreprises et collectivités et acteurs publics, de manière à trouver la meilleure solution possible, qui peut être un investissement par des acteurs publics, un investissement par des acteurs privés, en fonction de la cible et de la localité. Il n'y a pas de modèle unique. Et ce qu'on a constaté à Amsterdam, c'est une multitude de modèles en fonction des collectivités. La clé, elle est vraiment dans le dialogue entre les différents acteurs de l'écosystème, dans l'implication des différents acteurs de l'écosystème, que ce soit acteurs publics avec acteurs privés, ou même acteurs privés entre eux, de manière à regarder ces choses-là dans leur ensemble. Ne pas regarder que le numérique, ou que le transport, ou que l'énergie, ou que les services de proximité. Essayer vraiment de combiner tout ça, parce que la valeur, fondamentalement, elle est à l'intersection de tous ces métiers entre eux. Et le numérique et un petit peu constitue un petit peu le lien entre tous ces métiers. Et donc, j'ai retenu le chiffre énorme de 15% des salariés qui l'utilisent. C'est-à-dire qu'il y a que cohabitent dans ces centres des grandes entreprises et Absolument. plus petites, j'imagine. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont leur siège aussi dans ces centres, ou c'est seulement des Absolument. espaces nomades? Absolument. Ces centres, et c'est ça qui est intéressant, ça peut être aussi un autre bénéfice, peuvent servir de pépinière ou de lieu d'hébergement pour des PME ou des PME innovantes. On sait que les PME innovantes ont besoin de capital, ont besoin de coaching, ont besoin d'accompagnants, mais elles ont besoin aussi de lieux, elles ont besoin aussi de pouvoir trouver des équipements de télécommunications et d'informatique disponibles et performants. Et donc, beaucoup d'entreprises font appel à ces centres aussi pour s'installer pendant un certain temps. Et d'ailleurs, en France, on voit des initiatives de ce type commencer à éclore, comme par exemple à Lille ou à Strasbourg, et on réfléchit aussi à des solutions de ce type en région parisienne. Question. Nicolas Guillelot, je suis consultant en concertation urbaine. Et je voudrais poser une question sur la région Île-de-France. Quand je vois tous les grands schémas qui sont proposés depuis quelques mois, quelques années sur ce Grand Paris, je vois un grand absent dans la réflexion, qui était pourtant vedette dans les années 70-80, sont les villes nouvelles. Alors, les New Cities dont on parle, je trouve qu'il n'y a pas eu un mot que je sache sur les villes nouvelles à la française. Peut-être qu'elles ont un côté un peu 30 glorieuses, un peu trop marqué, et peut-être les désillusions d'un certain nombre de ces villes. Enfin, ayant vécu assez longtemps à Cergy-Pontoise, je peux quand même témoigner qu'elles ont aussi procuré beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui ne sont pas étrangères à ce qu'on vient de se dire, en particulier sur le lien entre le social et l'infrastructure. Voilà, donc quid de ces villes nouvelles? Est-ce qu'on a tourné la page? Je sais qu'un certain nombre de sociétés ont maintenant d'EHPAD, enfin d'établissements publics d'aménagement se sont maintenant reconvertis en structures plus classiques. Enfin voilà, est-ce qu'on doit vraiment tourner la page avec cela, ou est-ce que cette structuration de la région parisienne avec ces villes nouvelles peut aussi avoir encore quelques potentialités? Merci de la question. Je sais, en tant que participant au processus, le sujet a été longuement débattu. Et bon, juste avant de passer la parole, je pense que les débats étaient en partie liés, d'une part, à une vision durable à la ville qui est une ville compacte, c'est-à-dire un resserrement, en quelque sorte, plutôt qu'un étalement, et la perception que nous, équipe de Londres, avait des villes nouvelles, un peu le même symptôme que souffre Londres avec son couloir vert, sa bande verte, Greenbelt, c'est qu'on doit sauter une certaine distance, et que les villes nouvelles de la métropole parisienne, de la région parisienne, souffrent un peu du fait qu'elles sont proches, mais en même temps assez loin. Et la distance, cet équilibre de distance et de proximité était difficile. Mais Monsieur Durand, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, ou Monsieur Mansart. Je suis embarrassé par votre question. Je fais la même réponse que Stéphane Barrett, c'est qu'il y a probablement un problème de distance. Et la vision ou l'approche Grand Paris, telle qu'elle est ressortie là, est vraiment sur le cœur de métropole. Ça ne veut pas dire que la métropole parisienne n'aille pas au-delà de ce cœur de métropole, mais on est vraiment sur le cœur de métropole,
face à un mouvement qui est déjà très très commencé. Le franchissement du périphérique dans les activités économiques et l'intégration de facto de ces territoires à l'ensemble du Grand Paris date, alors on va dire, d'une dizaine, d'une douzaine d'années. Vous voyez aujourd'hui les sièges, soit des services très importants, soit les sièges eux-mêmes d'un certain nombre de grandes banques qui ont franchi le périphérique. Alors ils l'ont fait une première fois en venant s'installer à La Défense, mais ça c'était très particulier, c'était le quartier d'affaires intégré dans Paris. Mais c'est le Crédit Agricole ou LCL installé à Montrouge par exemple. C'est le développement très rapide de Plaine Saint-Denis où le territoire se fait parce que les entreprises cherchent d'autres locaux, des prix moins élevés, des locaux plus modernes. C'est très difficile de trouver des grandes surfaces avec des grands plateaux dans Paris intramuros. Et donc, le mouvement a été entrepris. De même, il l'a été par les habitants. Vous avez vu les fils de ceux qui s'étaient logés classe moyenne ou classe moyenne supérieure dans Paris ont franchi d'abord le périphérique. Le développement de Levallois en est un très bon exemple. Et puis, on franchit la Seine et on est allé à Courbevoie, Puteaux, Asnières, etc. Et donc, il y a un mouvement qui s'est fait, qui n'a pas été commandé par le politique, qui a été complètement naturel. Et quelque part, la réflexion Grand Paris, de mon point de vue, elle constate ça. Le constat qu'effectivement, la banlieue a grandi, qu'elle a pris son existence, que l'augmentation de la dimension du territoire a commencé à créer des pôles nouveaux qui eux-mêmes ont eu besoin d'infrastructures de transport et d'autres infrastructures. Les villes nouvelles n'ont pas été dans ce mouvement-là. Nous avons 3 minutes qui nous restent avant la dernière séance. Dernière question courte, s'il vous plaît, et des réponses courtes. Et j'aimerais donner aussi, dans le contexte politique actuel, une dernière parole à Pierre Mansin par vision optimiste de l'avenir ou non. Oui, bonjour, Guy Kaufmann, directeur général du Conseil général du département du Val d'Oise. Ce matin, le maire d'Atlanta a évoqué en 2 mots Paris. Il a parlé d'abord des dysfonctionnements de l'aéroport Charles de Gaulle, mais il a aussi utilisé le mot beauty, en soulignant qu'un des atouts de Paris, c'est effectivement son patrimoine esthétique. Est-ce qu'il y a aussi dans le projet Grand Paris une ambition esthétique sur ces nouveaux territoires qui vont être construits? Donc vous avez parlé, Monsieur Barrette, de visuel, d'architecture et d'urbanisme. Et s'il y a cette ambition esthétique, comment est-ce qu'elle est mise en œuvre? J'ose presque dire que c'est une question pour un architecte, donc je vais répondre, mais je vais passer. Oui, absolument, évidemment. Je pense le visuel est très important, et je pense qu'il y a déjà des attentes qui sont liées à cette ville qui sont incontournables. C'est une ville de création de culture exceptionnelle. Cela dit, je pense que ce n'est pas le seul facteur, et c'est la même réponse que je pense qu'on donnait par rapport au transport, à l'énergie, à la gestion d'intelligence, c'est qu'il faut traiter le logement, il faut traiter toutes ces questions. Donc il faut répondre aux défis du durable, mais il faut aussi que la réponse soit belle. Mais bon, c'est pas évident, c'est difficile. Je ne sais pas si ça répond, mais je vais devoir, parce qu'on n'a pas de temps. Je voulais simplement demander à Pierre Mansin une dernière question par rapport à votre sentiment de l'avenir de la démarche du Grand Paris, d'une part, sa transformation, peut-être sa réinvention aujourd'hui. Est-ce que vous êtes optimiste? Vous pensez qu'il y a une logique incontournable à ce processus, qu'il faut la poursuivre? Oui, je pense qu'il y a quelque chose... On ne reviendra pas en arrière, c'est-à-dire que l'évolution de la conscience est telle que dans tous les milieux, que ce soit les milieux, que ce soit les élus, que ce soit la classe politique, que ce soit tous ceux qui font la ville, on ne reviendra pas en arrière. La deuxième raison d'optimisme, et je la puise dans le discours que j'ai entendu hier de la part du président de la République, c'est-à-dire qu'on peut arriver à trouver un point de rencontre entre le discours de l'État qui a toute sa place dans une région aussi essentielle pour le développement national que la région Île-de-France. On peut trouver toute sa place pour l'État, mais un État qui soit vraiment un partenaire des collectivités locales et des élus locaux, et qui ne soit pas un État seulement énonciateur, un État qui soit réellement partenaire.
Donc moi j'ai entendu ça dans le discours du président de la République. Et puis je pense que Paris Métropole, la structure Paris Métropole, a fait la preuve de sa capacité d'être une scène politique innovante. Et j'y puise beaucoup de raisons d'optimisme. Merci beaucoup. Alors, juste avant de vous demander de remercier notre panel, le message que j'ai, c'est on vous invite à aller directement à la salle, l'auditorium plénière pour la dernière séance Call to Action. So next session straight away in the main auditorium. Je vous invite à remercier notre panel.